Tout ce qui est sur le compte bancaire d'un professionnel ou d'une professionnelle ne lui appartient pas. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer des charges, il faut payer des impôts, il faut payer plein de choses. Donc c'est normal, on ne peut pas mélanger les deux. Tu vas devoir déposer tes comptes, tu vas devoir payer des cotisations, tu vas devoir avoir un comptable pour t'aider sur tout ça. C'est vraiment hyper important, ne vous mettez pas dans un cauchemar de setup avec des vieilles banques parce que ça va te faire perdre un temps fou et toi t'as pas le temps. Le but c'est de faire grossir ton activité, c'est pas de passer du temps à gérer de la paperasse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le profil d'une auto-entrepreneuse qui va passer en société et qui réfléchit à s'expatrier. C'est parti. Auto-entrepreneuse, du coup, 10 000 € de revenus par mois, donc c'est beau, c'est très solide pour notre ami ici. Patrimoine brut et net, 52 175 €, donc aucune dette pour l'instant. 30 000 € sur des livrets. Allez, mettez-moi une petite alerte inflation là en background parce que je pense qu'on va devoir vérifier ce qui se passe ici, ça me semble énorme. On va vérifier tout ça, c'est vrai que auto-entreprise, les comptes, il n'y a pas de société quoi pour l'instant, mais bon, c'est dans les tuyaux pour toi. 10 000 € sur ton compte bancaire, aïe. Là, clairement, mettez-moi l'alerte inflation, c'est obligatoire. Du fonds en euros, bon, on est vraiment sur un profil hyper sécuritaire. Fonds en euros, livret, compte bancaire et actions et fonds quand même 7%. Ok, 26 ans. Auto-entrepreneuse depuis 5 ans, passage en société prévu en 2025, salaire entre 8 et 10 K par mois, 20 000 € sur mon compte pro. Ok. Du coup, c'est ce que je me disais, c'est que ça devait être mélangé, le pro, le perso, évidemment. Tout ce qui est sur le compte bancaire d'un professionnel ou d'une professionnelle ne lui appartient pas. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer des charges, il faut payer des impôts, il faut payer plein de choses. Donc c'est normal, on ne peut pas mélanger les deux. D'ailleurs, sur Finari, on peut séparer les deux. On peut créer sa holding ou ses holdings. Et comme ça, on a les comptes pro et les comptes perso et on ne mélange pas les chiffons et les torchons. Mon objectif est de passer en société tout en optimisant mon patrimoine pour générer des revenus passifs et assurer une sécurité financière en parallèle de mon activité principale. C'est dommage, on ne sait pas ce qu'elle fait malheureusement, mais c'est une activité qui marche a priori très bien, il faut bien le dire. Pas de stratégie définie, profil très prudent, tu m'étonnes, depuis toujours, épargne uniquement placée sur des livrets depuis l'âge de 16 ans. Début d'investissement dans des ETF après avoir surmonté des peurs et un manque de connaissances. Bravo, franchement bravo. Faut qu'on fasse une petite médaille, on va faire une petite médaille qui est la médaille des gens qui ont passé le cap. Non, vous savez quoi, on va vous donner un sabre laser. Parce que vous êtes passé du côté clair de la force, vous étiez du côté obscur, ceux qui veulent pas investir ou ceux qui ont peur, voilà, là vous êtes passé du côté clair. T'as fait le plus dur en fait. Maintenant, ça va être que plus simple. Utilisation d'un compte titre via DEGIRO pour investir actuellement. DEGIRO, c'est un courtier en ligne néerlandais. 3 questions. Comment gérer ma transition d'auto-entrepreneuse à société? Effectivement, c'est un moment qui est important, qui est aussi un peu anxiogène parce qu'on passe d'un statut qui est relativement simple à une vraie société et donc beaucoup plus de paperasse, mais par contre aussi beaucoup plus de flexibilité. Donc tu vas voir qu'il y a des choix à faire là qui vont être hyper avantageux, donc je vais te les partager. Quel sera l'impact fiscal d'une expatriation d'ici 10 à 20 ans, activité en ligne? Comment investir davantage et commencer dans l'immobilier? Du coup, on se retrouve sur ton patrimoine en mode light. C'est assez rare, je pense que c'est la première fois ou peut-être la deuxième fois que j'en analyse un avec ce mode. Je rappelle que vous avez tous accès à ça, vous allez dans les réglages et vous pouvez changer de mode clair à mode foncé. Voilà, ça dépend un peu des préférences perso, moi je suis très team mode foncé, mais en tout cas ça rend plutôt bien. Bon travail les designers Finari. Alors du coup, patrimoine, bon ça vous connaissez déjà, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé, il y a un petit peu moins d'argent dans les livrets. Si on regarde au global, bon, il y a une petite plus-value latente, mais en même temps normal parce qu'il y a quasiment que des supports sécurisés ou sécurisants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les livrets. Alors on va pas voir le détail malheureusement. Mais bon, j'imagine, alors je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être un compte pro et un compte perso. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme livret, il y a peut-être un livret A, peut-être un LDD. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, le taux du livret A va malheureusement baisser, 2,4%. La formule du livret A, enfin la formule du taux du livret A, c'est quoi? C'est 50% l'inflation et 50% le taux interbancaire, enfin le taux auquel se prêtent les banques. Donc c'est une formule un peu compliquée et c'est revu de mémoire 2 fois par an ou 1 fois par an, je ne sais plus. En tout cas, là, c'est 2,4%. Le LEP, qui est le livret, qui est vraiment top quand on débute et qu'on a un petit salaire. Donc, il y a des conditions de ressources. Il faut gagner moins de 22 500 € en gros en tant que célibataire. Et là, vous pouvez ouvrir un LEP. Même si votre banque ne vous en parle pas, vous avez le droit. Lui, il baisse à 3,5%. Le LEP, il a été à 6% à un moment. Donc, franchement, c'était dingue. Bon, là, c'est beaucoup moins intéressant et ça prouve qu'il faut mettre son argent au travail. On voit que tu as pas mal de cash sur ton compte courant. Je rappelle que tout l'argent qu'il y a sur un compte courant n'est pas rémunéré. Aujourd'hui, il y a quelques banques qui rémunèrent. Il y a notamment Wise qui permet de placer sur ce qu'on appelle l'Ester, le fameux taux le plus court européen. On prête vraiment à court terme. Le taux de l'Ester actuellement, je pense que ça doit être
c'est moins de 3%, je ne sais plus. Voilà, vous l'avez sur le site de la Banque Centrale, hein, carrément, pas de problème. Il y a 2,92 et généralement, vous allez avoir une petite décote. Je sais qu'il y a Trade Republic aussi qui propose quelque chose. Par contre, attention, les intérêts ici sont fiscalisés. Le livret A, vous touchez 3% d'intérêt, mais vous ne payez pas d'impôt dessus. Tous les autres livrets, hors LDD et LEP, vous payez des intérêts dessus. Vous payez des impôts dessus et donc 3% brut, évidemment, en net, c'est pas du tout la même histoire. En tout cas, pas mal de cash sur un compte bancaire. Bon, ça, évidemment, alerte inflation et tout, je pense que tu connais. Mais bon, je comprends, ça met du temps à se mettre en route. Tu as peut-être aussi des dépenses liées à ton activité. Forcément, il faut faire attention. 7 800 € de fonds en euros, bon, je pense que ça, c'est vraiment là où on va pouvoir travailler, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup, quand même, un très gros matelas de sécurité. Malheureusement, tu ne t'as pas donné ton cash flow, donc on ne sait pas combien tu dépenses. Ça aurait pu nous donner quelques billes. En tout cas, ici, voilà, plusieurs informations qui sont très importantes. Donc, elle a connecté son assurance vie Crédit Agricole. Bon, pas vous cacher que je suis pas hyper fan de ce fonds parce qu'il est cher, je trouve qu'il est trop cher, 1,26%, franchement c'est trop. Le contrat en lui-même, oh là 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 là, 4,54%. Cauchemar, cauchemar ce contrat. Ouais, non mais là ça va pas du tout. Il y a des frais sur versement, il y a des frais sur gestion, des frais d'arbitrage, des frais dans tous les sens. Donc là, il y a vraiment un gros ajustement à faire. Ce contrat, il est très très cher. Je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire. Le compte titre, on voit, c'est très propre parce qu'en fait, il y a 2 ETF, 0,20%. Allez, si vous voulez un peu vous la péter avec vos potes, vous dites pas 0,07%, vous dites 7 points de base. Comme ça c'est plus qu'on en parle en finance. Donc là, vous avez 14 points de base au total, 20 points de base et 7 points de base. Donc là, c'est vraiment top, très bien fait. Pour moi, là, ce qui manque, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est le PEA. Là, c'est quand même dommage de ne pas avoir de PEA. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un compte titre pour investir dans des ETF hyper diversifiés si tu n'as pas de PEA. Le seul intérêt du compte titre dans ton cas, ça pourrait être un compte titre personne morale, c'est-à-dire un compte titre de société. Là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ta société va générer du chiffre d'affaires, toi, tu vas te verser un salaire, donc tu vas payer des charges sur ce salaire des deux côtés. Ensuite, tu vas payer aussi des impôts sur ton salaire. Et donc, ce qui va rester, tu vas pouvoir l'investir sur ton compte titre personne physique. C'est un compte titre... en tant que personne, on a des comptes titres personnes physiques. Par contre, si tu laisses l'argent dans la société, tu évites le passage par la case charge et tu évites ensuite l'impôt sur le revenu qui est très très élevé en France. L'impôt sur les sociétés, pour rappel, il est beaucoup plus adouci par rapport à la moyenne européenne. Il n'est pas non plus incroyable, il est à 25% et puis en plus, il y a un taux réduit jusqu'à 42 000 € de profit. Donc, il y a quand même des belles choses à faire. Donc, il vaut mieux des fois prendre un compte titre personne morale plutôt qu'un compte titre personne physique. Ce qui est sûr, c'est que si l'argent est sorti une fois qu'il est dans ta poche en tant que personne, mieux vaut investir via ton PEA. Donc je pense que ce serait la première chose à faire, ouvrir un PEA et puis commencer à se mettre en route. Bon alors là, je vois ton cash flow directement dans Finari. Pour le coup, tu nous l'avais bien partagé. Pas mal de mouvements entre les comptes, donc c'est un peu difficile à lire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je dirais que tu dépenses... Alors ça, je pense pas que ce soit des dépenses en réalité, mais... Allez, on dirait que tu dépenses peut-être 2500 € par mois. Et donc, tu vois, si tu te dis entre 3 et 6 mois de matelas de sécurité, ça ferait à peu près, tu vois, 8 000 à 13 000 €. On peut faire un peu plus aussi, en fonction de ta sensibilité. Ici, vu que tu es freelance, j'ai envie de dire, tu es plutôt du côté instable en termes de situation professionnelle, parce que tu n'as pas un filet de sécurité aussi solide qu'un quelqu'un qui est en CDI. Mais en même temps, tu as une activité quand même depuis assez longtemps. Ça fait depuis 5 ans que tu entreprends. Ta boîte, elle marche. Ton activité, elle fonctionne. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 6 mois de salaire de côté, 6 mois de dépenses de côté? Peut-être, vu ton profil, vu aussi ton historique, tu disais que tu avais des livrets depuis super longtemps. Donc, j'ai envie de te dire, probablement quelque chose comme 15 000 € sur des livrets. Le livret A, il serait parfait pour ça. Ça serait pas mal. Là... T'imagines ce que ça te permet comme opportunité. Ça veut dire que même si j'imagine qu'il y a une partie du cash qui va être utilisée pour payer des dettes fournisseurs et des charges et des trucs, là, tu as quand même 27 000 plus tu as 37 000. Allez, tu as 45 000 € sur des comptes bancaires. Je pense que même si j'arrondis très largement, 20 000 € de livret de matelas de sécurité, ça me semble largement suffisant pour toi. Donc, ça te laisse 25 000 € d'argent à investir. Bon là, l'enveloppe elle est toute trouvée, tu peux la mettre dans ton PEA, faire des ETF hyper diversifiés, MSCI World ou ce que tu veux. Je pense que ça va te faire un sacré coup de boost sur le patrimoine. Mais on va revenir à tes questions, c'est plus important. Il y a 4 choses à faire en fait là.
Première chose, définir la bonne forme juridique. En gros, là, ça va être le choix entre la SASU, qui est une SAS unipersonnelle, et une URL, qui est une SARL avec un seul associé. Il y a plusieurs avantages, des inconvénients, ça dépend si tu veux te verser des dividendes, ça dépend de plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut aller voir un expert comptable, il faut lui dire faites-moi la simulation, qu'est-ce qui se passe, combien je paye dans les deux cas, voilà combien je gagne, voilà ce que je vais générer comme activité, voilà combien je vais me payer, c'est quoi le mieux. Et ces gens-là vont te dire A ou B, et ensuite tu pourras avancer. Et ça t'emmène au deuxième point. Ce deuxième point, c'est les obligations. Et ça, c'est important de les anticiper parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et qui vont devenir des must-have, des choses que tu vas devoir faire. Tu vas devoir déposer tes comptes, tu vas devoir payer des cotisations, tu vas devoir avoir un comptable pour t'aider sur tout ça. Donc, il y a plein de bons comptables, il y a des comptables en ligne maintenant, il y a Doux. Par exemple, il y a Indy, il y a aussi des cabinets de comptables traditionnels qui sont très bien. L'important, c'est d'avoir quelqu'un de confiance. Moi, personnellement, j'aime bien bosser avec des comptables en ligne parce que j'aime bien avoir la main sur les outils, j'aime bien quand c'est intégré avec des banques, etc. et quand ça marche bien. Un peu comme Finari, mais pour la compta. Donc ça, c'est top, ça marche très bien et c'est largement suffisant. Ça va coûter, je sais pas, 150 € par mois, 200 € par mois peut-être. C'est pénible de payer ça, mais en fait, c'est tellement une partie qui est pénible, t'as surtout pas envie de la délaisser. Donc hyper important d'anticiper ça. Et encore une fois, la clé de voûte ici, ça va être le comptable et surtout le comptable qui correspond à tes usages. Si t'es quelqu'un qui est très physique, t'as besoin de voir les gens, t'as envie d'avoir du papier dans les mains, prends un comptable à l'ancienne. Si t'es plutôt quelqu'un qui fait tout sur le téléphone, qui fait tout sur l'ordi, là, un comptable en ligne, je pense que ça peut être pas mal, sachant qu'il y a des équipes de support derrière. Le troisième point, ça va être ta rémunération. Et là, tu as le choix entre un espèce de trio magique. Tu peux te verser du salaire, tu peux te verser des dividendes et tu peux investir via ta société. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Si tu te verses du salaire, eh ben, tu vas cotiser à la Sécu, tu vas cotiser à la retraite, ça va être cher. Tu vas aussi payer de l'impôt sur le revenu. Donc, l'addition va être plutôt salée. C'est pas une mauvaise idée, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. Généralement, ce que font les entrepreneurs, c'est qu'ils essayent de limiter le salaire qui se paye, ils se versent plutôt des dividendes. Les dividendes, tu vas être à la flat tax. Vu que tu es à la flat tax, eh ben, tu n'as pas le barème progressif qui peut être quand même assez lourd. Tu n'as pas non plus de charges pour la société, donc c'est plus intéressant. Évidemment, c'est pas gratuit parce que si tu verses des dividendes, tu as aussi payé de l'IS avant. Donc, dividendes, très bien, ok, pas de problème. Mais tu peux aussi décider de ne pas sortir l'argent de la personne morale, de ta société, et de le faire travailler. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle faire travailler l'argent sans frottement intercalaire. Et c'est vraiment intéressant. C'est ce que je décrivais tout à l'heure avec le compte titre personne morale. Tu peux tout à fait ouvrir des enveloppes d'investissement pour ta société. Donc, tu peux tout à fait dire « je vais investir en bourse via un compte titre personne morale. Je vais ouvrir l'équivalent d'un contrat d'assurance vie pour une entreprise qui s'appelle un contrat de capitalisation dans lequel je vais mettre absolument ce que je veux. Nous, c'est ce qu'on fait en gestion privée chez Finari One. On fait les deux, on fait principalement du contrat de capi en ce moment, mais tu mets ce que tu veux dedans et donc ça t'évite de sortir le cash. Tu peux aussi investir en SCPI via ta société, tu peux investir en private equity, tu peux investir en crypto évidemment sur Finari d'ailleurs, où est-ce que tu veux, enfin, tu peux faire plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que si l'argent ne sort pas de la société, il y a moins de frottements fiscaux et donc c'est aussi plus avantageux pour toi. Par contre, l'argent qui est dans la société, même s'il a travaillé, même s'il a généré des intérêts, il n'est pas non plus l'équivalent de ton salaire dans ta poche. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. C'est pas gratuit et donc il faut bien mixer entre les trois. Mais je pense qu'encore une fois, l'expert comptable pourra bien t'aider. Là, il faut prendre quelqu'un qui est peut-être un peu plus technique que l'expert comptable de base parce que ça demande une petite gymnastique. Et quatrième point, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tu as de la trésor déjà. Tu nous disais que tu avais 20 000 € sur la trésor pro. Bon, bah parfait, en fait, ça va te permettre de gérer le fonds de roulement, de commencer à mettre en place les premières dépenses. C'est hyper important que vous ayez ce que j'appelle un setup propre. Donc, si vous avez une banque, prenez pas la banque pro à l'ancienne, avec le guichet et tout, ça va trop à l'heure. Prenez une banque en ligne, il y en a plein, il y a Conto, il y en a plein qui sont super, en fait, il y a MemoBank. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui sont super. Oui, vous payez un abonnement, mais en fait, vous avez des cartes virtuelles, vous avez une app, vous pouvez bloquer des trucs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre les justificatifs. Ça vous fait gagner un temps de malade. Donc, c'est intégré avec tous les outils de compta. Enfin bref, c'est vraiment hyper important. Ne vous mettez pas dans un cauchemar de setup avec des vieilles banques parce que ça va te faire perdre un temps fou. Et toi, tu n'as pas le temps. Le but, c'est de faire grossir ton activité. C'est pas de passer du temps à gérer de la paperasse. Deuxième question sur l'expatriation. Bon là, je peux pas te donner une réponse comme ça, sortie du chapeau, qui va fonctionner pour tous les pays parce qu'en fait, ça va dépendre du pays que tu choisis. Et chaque pays a sa convention fiscale avec la France ou n'en a pas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. La vraie question à te poser, c'est
où est-ce que tu veux aller? La deuxième question, c'est pourquoi tu veux pas partir maintenant? Pourquoi tu veux partir dans 10 ans? Et du coup, la troisième question qui est liée, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de partir dans 10 ans? Est-ce que tu peux pas partir maintenant? Puisqu'il y a quand même un truc que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est de se mettre en gros en mode digital nomade. Et l'avantage de ça, c'est assez simple, c'est que d'une part, tu oublies la création de société, tu n'en as pas besoin. Donc, tu enlèves toute la complexité qui est associée à ça. Tu vas dans un pays où le régime fiscal est favorable, et il y en a plusieurs, je t'en ai trouvé un. Il y a notamment le RNH, qui est un statut portugais, qui te donne droit à un taux d'IR, donc d'impôt sur le revenu des particuliers, donc qui s'appelle IRS chez eux, de 20% pendant 10 ans. Donc c'est flat, que tu gagnes 10 000 euros ou que tu gagnes 1 million d'euros, 20%. Donc c'est énorme la différence par rapport à l'impôt progressif sur le revenu. En France, toi avec tes revenus, si tu es célibataire, bon là tu te fais exploser. Et t'as pas de complexité de société à créer, t'as pas de compta et tout, c'est beaucoup plus simple. Un autre pays qui fait quelque chose de similaire, et d'ailleurs ça vous montre un peu l'absurdité qui se passe en Europe, où tout le monde fait du dumping fiscal les uns contre les autres. En fait, chaque pays est concurrent, voilà, pour attirer les talents. Et donc en Espagne, eux aussi ils s'y sont mis et ils font un visa digital nomade. Et donc tu as un taux de 24% applicable jusqu'à 600 000 euros par an les 4 premières années. Donc c'est pas mal. Après par contre, au-delà, ça fait quand même super mal, 48%. Mais bon, tu t'arranges pour pas avoir plus de 600 000 euros de revenus, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Donc tu vois un peu les avantages et je pense que là, ça vaut vraiment le coup de creuser. Il y a plusieurs sujets sur la communauté Finari. Il y a plein de forums sur les digital nomades. Il y a vraiment quelque chose à regarder, je pense, de ce côté-là. En fonction du pays où tu veux aller, ça se trouve que tout ce que je t'ai dit avant sur la création de société, ça va même pas être nécessaire parce que tu vas pouvoir faire beaucoup moins cher, de façon beaucoup plus simple, grâce aux statuts un peu spéciaux que tous les pays sont en train de créer. Le dernier point à garder en tête, c'est si tu pars, avoir un PEA, avoir une assurance vie, c'est pas forcément hyper important, surtout si tu te projettes à très long terme dans ces pays. Si tu prévois de revenir un moment en France, pourquoi pas, tu peux les garder. Par contre, si tu prévois de partir, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose d'avoir des avantages fiscaux français. La question qu'on pose aussi souvent, c'est est-ce que le PEA, je peux le garder quand je pars? Oui, vous pouvez le garder si vous ne partez pas dans un territoire non coopératif. Alors, on va vous mettre le lien dans la description, mais il y en a une dizaine de mémoires et c'est vraiment des pays qui sont très très exotiques, quoi. Donc, c'est pas du tout des petites îles et tout, c'est pas du tout le Portugal ou l'Espagne. Donc, dans 99% des cas, vous pouvez garder votre PEA. Bon, je pense que c'est important d'y aller pas à pas. Là, tu as posé la base de ta pyramide, tu as un super gros matelas de sécurité. Maintenant, il faut un peu le réduire. Et donc, c'est vrai que ça va te laisser un surplus de cash que tu vas pouvoir faire travailler. Si tu pars t'expatrier, franchement, je me dis que c'est assez audacieux de faire de l'immobilier qui est hyper chronophage, qui est vraiment lié à un endroit très précis. Est-ce que tu n'as pas envie plutôt de te détacher? En plus, c'est hyper taxé. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est un actif qu'on ne peut pas transférer. On ne peut pas déplacer un immeuble aux dernières nouvelles, en tout cas pas encore, peut-être avec l'IA bientôt, je sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas déplacer un immeuble et donc on pourra toujours le taxer. Et l'État va toujours taxer plus l'immobilier, notamment l'immobilier locatif, parce que les propriétaires de biens locatifs, on peut partir du principe qu'ils ont un peu plus d'argent que les autres et donc c'est politiquement acceptable. Donc ça va toujours être plus taxé, ça va être de moins en moins favorable. Je pense que c'est plutôt une mauvaise idée dans ton cas, vu que tu as un projet d'expatriation. Donc, une façon de faire de l'IMO, tu pourrais faire de la pierre papier, tu pourrais faire par exemple de la SCPI, tu pourrais en faire dans ton assurance vie, tu pourrais aussi en faire en direct. Ce qui est pas mal, c'est que vu que tu as quand même des très gros revenus, je suis pas sûr que tu aies besoin de faire de la SCPI en pleine propriété, c'est-à-dire que je suis pas sûr que tu aies besoin des revenus tout de suite. Parce que si tu les touches maintenant, tu vas être fiscalisé et ça va faire très mal. Donc revenu foncier, tu n'as vraiment pas envie d'en toucher. Par contre, tu peux faire de la nue propriété. Donc tu vas acheter des parts de SCPI, par exemple au hasard, hein, Iroko, Quorum, qu'est-ce qu'il y a encore comme SCPI qui cartonne en ce moment, Remake. Tu vas acheter des parts décotées, donc tu vas payer moins cher que le prix affiché. En contrepartie, tu ne toucheras pas de loyer pendant 3, 5, 7, 10 ans. Et donc, il y a un document qui est pas mal qu'on va vous mettre dans la description. C'est mes copains de Louvre Invest qui l'ont fait, où ils trouvent la clé de démembrement idéale, c'est-à-dire la durée idéale de nue propriété. Et donc, c'est celle qui vous donne la rentabilité la plus élevée. Et donc, typiquement, j'ai récemment acheté plusieurs SCPI. Et donc, j'ai fait de la nue pro parce que moi, ça ne m'intéresse pas de toucher des revenus maintenant. Par contre, plus tard, évidemment. Donc, toi, tu sais déjà que tu veux peut-être un peu lever le pied d'ici 5 ans, 7 ans. Bah, tu pourrais complètement acheter ça. Et en contrepartie, tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu ne gères pas les biens. Tu ne vas pas demander aux locataires de payer le loyer. Tu es hyper diversifié parce que tu as des parcs de 50, 100, 200, 300 immeubles. Tu loues à des pros. Ça n'a rien à voir de louer à des pros qu'à des particuliers. Donc c'est, je pense, assez intéressant. Alors si tu décides de rester en France, là tu peux vraiment faire un schéma qui est classique. Tu vas tout simplement créer une holding qui va détenir ta société d'exploitation, celle qui génère ton activité actuelle. Cette société d'exploitation, elle va faire des bénéfices et donc tu vas remonter des dividendes
à ta holding. Et donc là, tu vas bénéficier d'un régime Murphy et tu vas payer une imposition réduite. Ensuite, tu vas utiliser l'argent de cette holding pour l'apporter à une SCI, une société civile immobilière. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle un apport en compte courant. Et cet apport en compte courant, il te permettra d'aller chercher un crédit à la banque, d'acheter des biens, un bien, plusieurs biens, et donc de les louer et de commencer à te créer une activité immobilière. Mais donc, l'argent reste dans le circuit des sociétés. Il ne va pas sortir dans ta poche, être fiscalisé très fortement et ensuite partir dans l'immobilier. Donc, c'est beaucoup plus optimisé de faire ça. Par contre, ce schéma, clairement, je ne te le recommande pas si tu comptes t'expatrier parce que ça va générer une complexité qui n'est pas nécessaire et ça va t'ancrer en France et ça va peut-être aller un peu à l'encontre de ton projet. Mais en tout cas, c'est possible et c'est comme ça qu'on peut assez facilement maximiser la fiscalité. Attention, obtenir un crédit sur votre holding, en tout cas sur votre SCI, c'est plus compliqué que si vous voulez l'obtenir en perso, surtout si vous n'avez pas d'ancienneté. Donc généralement, les banques vont demander 2 ans de bilan. Alors, on peut obtenir des crédits avec moins, avec 1 an de bilan si on est vraiment un très bon client. Mais c'est vrai que ça va être un peu pénible. C'est toujours des discussions un peu à rallonge. Les taux vont être moins bons, on va avoir des moins bonnes conditions. Mais c'est possible. Donc, c'est vraiment, faut tenter le coup. Mais je pense que la première réflexion, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire fondamentalement? Est-ce que tu veux partir maintenant? Si tu veux partir maintenant, ça se trouve que tout ce que je t'ai dit n'est pas vraiment applicable puisque tu peux juste profiter dans des statuts hyper pratiques. Si tu restes, par contre, alors là, faut lancer la machine, création de société, investissement avec la société. Et donc, tu peux tomber dans le schéma avec la SCI, l'apport en compte courant dont on vient de parler. Voilà, écoute, bravo de t'être lancé déjà dans l'investissement. Bravo pour ton entreprise qui cartonne. Je pense que tu as un moment hyper intéressant parce que tu as tous les bons réflexes. En gros, tu te poses les bonnes questions, tu y vas doucement et tu te renseignes. Et donc, c'est ce qu'il va falloir faire maintenant. Une fois que tu as toutes les cartes en main, let's go, tu vas y aller, je pense que tu vas cartonner et peut-être qu'on te retrouvera au Portugal en train de siroter un cocktail avec des impôts à 20% ou pas, peut-être que tu seras en France à payer l'URSSAF. Dis-nous en commentaire si tu as fait un choix et si vous aussi vous voulez que j'analyse votre patrimoine, eh bien vous pouvez postuler, le lien est dans la description. Chaque semaine, mon équipe et moi, on sélectionne un profil, on l'analyse et ensuite vous buvez votre petit café le dimanche pendant que je vous raconte des histoires sur l'investissement. Je vous souhaite des très bons investissements justement et je vous dis à très vite. Ciao.